Bonjour, merci beaucoup de ce temps que vous me donnez. Et puis, pour commencer, en fait, j'ai envie de partager finalement un espoir. Moi, j'habite en banlieue parisienne, dans une petite ville. Vos enseignes, elles sont présentes près de chez moi, mais j'y trouve pas les produits qui correspondent à mes besoins et mes valeurs en termes de réduction finalement de l'empreinte environnementale. Donc, si vous voulez, c'est une motivation pour moi d'avoir cet échange en me mettant aussi à la place de tout un chacun là où je vis. Voilà. Alors, je voulais effectivement, parler un peu, de l'état des lieux vis-à-vis du changement climatique, hein. C'est ce que vous m'avez demandé, de planter le décor et les choses vraiment importantes, que je veux mentionner, c'est les points suivants. Le climat de la France et du monde change avec, des effets qui sont visibles partout et ce qui se passe, en fait, c'est une perturbation vraiment profonde, du fonctionnement vraiment planétaire du climat. C'est une perturbation qui est inédite et c'est une perturbation qui est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut maîtriser ce qui va venir par la suite. Ce changement du climat, c'est dû au rejet de gaz à effet de serre partout dans le monde. C'est pas important de savoir si ça vient de France, de Chine, d'Afrique du Sud ou d'Argentine. En fait, hein, les rejets de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, ils se mélangent et ils affectent le climat. Ils piègent de la chaleur qui part plus vers l'espace et ils provoquent un ensemble de conséquences, alors des tendances, mais aussi une modification qui touche les événements extrêmes et qui sont des facteurs de risque. Et aujourd'hui, on vit déjà tous en fait avec les conséquences d'un climat qui change. Ça nous affecte nous, mais ça affecte aussi ce qu'on appelle les écosystèmes, c'est-à-dire les milieux naturels, les espèces vivantes, aussi bien dans l'océan que sur les continents. Euh, Même si on baisse fortement partout les rejets de gaz à effet de serre, on va continuer à en émettre. C'est aussi l'inertie de nos infrastructures. On ne va pas changer demain toutes les voitures, on ne va pas changer demain tous les chauffages, on ne va pas changer demain toutes les usines. Même si on les transforme de manière importante, on va continuer à émettre des gaz à effet de serre et ça va entraîner un changement climatique supplémentaire. En gros, à horizon 2050, c'est-à-dire quand nos enfants auront notre âge, il va falloir, pendant cet horizon, dans tous les cas, s'adapter, gérer les risques face à des conséquences qui sont inévitables. À long terme, après 2050, les évolutions du climat, elles vont complètement dépendre des émissions mondiales de gaz à effet de serre à venir. Si on agit tous au maximum de ce qu'on peut faire partout dans le monde, il est possible en fait de stabiliser le réchauffement. Pas tous les effets, mais en tout cas le réchauffement, l'augmentation des événements extrêmes, ça on peut le stabiliser. Si par contre on tarde à agir ou qu'on n'agit pas ou qu'on continue à recourir à une agro-industrie qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, à des énergies fossiles en quantité croissante, là il faut vraiment s'attendre à une accélération du réchauffement et de ses conséquences négatives. Et au final, vraiment le point important que je veux souligner, c'est qu'il y a de nombreuses options pour agir, partout, à toutes les échelles, au niveau des gouvernements, au niveau des collectivités, au niveau des entreprises, au niveau des individus. On a tous en fait des leviers d'action. Mais il faut savoir les identifier et il faut savoir agir de manière efficace et ça demande vraiment de nouvelles compétences. Et je pense que parmi vous, beaucoup d'entre vous disposent de leviers d'action qui sont importants et en travaillant ensemble, vous pouvez les actionner plus vite et mieux. Et puis le dernier point, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ma propre réflexion personnelle. En fait, certains ont une responsabilité plus lourde dans les pays riches, les gens qui ont des revenus plus importants. Notre contribution au rejet de gaz à effet de serre est plus forte. Et puis ceux qui sont les plus affectés, les plus vulnérables, qui ont moins de capacité à agir, c'est souvent les populations les plus fragiles, partout dans le monde et en particulier dans les pays les moins avancés. Et puis enfin, il y a une responsabilité historique. Et ceux qui vont devoir vivre avec un climat qui change, ce sont nos enfants. Et donc, les choix qu'on fait maintenant, qu'on ne fait pas, comportent une dimension qui est vraiment morale ou éthique, qui est extrêmement profonde par rapport à ce que l'on construit. Alors, pour parler climat, j'aime bien montrer cette représentation. C'est presque une œuvre d'art, en fait, mais ça représente le réchauffement à la surface de la Terre entre 1850 et 2020, en fait. C'est une année, une barre. Et donc, ça permet de visualiser finalement cette accumulation de chaleur qui provoque un réchauffement de l'air, qui provoque un réchauffement dans l'océan. Il faut bien voir que l'océan, en fait, il a récupéré plus de 90% de la chaleur supplémentaire. Elle va y rester très longtemps. C'est ça qui rend le changement inévitable. Et puis, ça provoque aussi, bien sûr, une fonte de la neige, des glaciers, de la banquise près du pôle Nord. Ça met en mouvement les glaces du Groenland, de l'Antarctique.
Une des conséquences de ce réchauffement, c'est la montée graduelle du niveau des mers, qui a accéléré au cours des dernières décennies. On en est à environ maintenant 1,2 degré de réchauffement en moyenne sur quelques décennies par rapport à la fin du 19e siècle au niveau planétaire. Et puis, quand le curseur monte au niveau planétaire, le curseur monte dans chaque région. Il monte plus fort près de l'Arctique, il monte plus fort sur les continents qu'en moyenne planétaire, et c'est ce qu'on retrouve en France. Alors là, vous avez les toutes dernières données de Météo France qui vont jusqu'en 2020 et qui montrent en fait l'évolution de la température en métropole. Donc en France, on en est quasiment à 1,8 degré déjà de réchauffement. Et qu'est-ce que c'est le changement climatique en France? Alors c'est plus fort en été qu'en hiver. C'est plus fort du côté du sud-est que du côté de la Bretagne ou du nord-ouest, mais il y a un réchauffement partout. Il y a des petites variations de précipitations et en fonction du niveau de réchauffement à venir, on s'attend à une petite hausse des pluies plutôt en hiver et plutôt au nord, et une baisse des pluies plus forte en été et particulièrement marquée dans le sud de la France. Donc en fait, les contrastes sont augmentés. On a déjà une forte augmentation des vagues de chaleur, vous l'avez certainement observé. 2003, c'était spectaculaire, 2019 aussi, assez notable, avec des pics qui ont dépassé 45 degrés dans certaines régions, et puis on voyait bien qu'on n'était pas prêt, en fait, sur nos bâtiments, sur nos lieux de vie, nos maisons, les lieux où on travaille. On s'attend dans le scénario d'une forte action à venir partout dans le monde, à ce que les vagues de chaleur doublent d'ici 2050. Et bien sûr, si on n'arrive pas à maîtriser le réchauffement, c'est encore plus important. Le nord de la France va être touché par des nuits tropicales, auxquelles il n'a pas l'habitude, et qui vont devenir en fait beaucoup plus fréquentes dans le sud de la France. On s'attend à une hausse de l'intensité des pluies torrentielles, donc c'est important en fait d'anticiper sur cette information, en particulier dans les zones inondables qui vont changer, pour pouvoir limiter les conséquences de ces changements en fait de la pluviométrie. Agir donc pour anticiper, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc adapter nos lieux de vie, adapter les forêts dans la gestion des forêts, les pratiques agricoles, mieux gérer les zones inondables pour limiter les conséquences d'une augmentation de l'intensité des pluies, et mieux gérer l'eau parce qu'on s'attend aussi à la poursuite d'une hausse des sécheresses, elle est déjà observée, et elle va s'amplifier. Donc là, il y a plein de technologies qui peuvent exister pour les pratiques agricoles, mais aussi pour les pratiques en fait dans l'industrie ou au niveau des familles et des ménages. Voilà. Donc il y a un ensemble en fait de caractéristiques d'un climat qui change, et puis il y a des effets indirects, plus de feux de forêt, des dépérissements de forêt aussi, la montée du niveau des mers, les effets sur les écosystèmes marins. Et donc il y a aussi tout ce mouvement en fait qui affecte la biodiversité partout. Et peut-être le message que je veux vraiment partager, c'est cette idée que chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. Donc on en est en gros au niveau planétaire autour d'1 degré. On vit déjà avec des effets qui ne sont pas les mêmes partout. Et plus le curseur va être important, plus le niveau de risque va monter. Alors ça va affecter par exemple les récifs de coraux tropicaux très forts. Ça va affecter les ressources en pêche dans les régions tropicales de manière négative. Du côté de l'Arctique, ça va bouger de tous les côtés. Un recul de la banquise. Sur les continents, le dégel des sols gelés. C'est une des régions en fait qui est aux avant-postes. Le risque en fait de perte d'habitat pour la biodiversité, ce risque-là augmente fortement entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement. Sur le littoral, certaines régions du monde vont être très affectées par le risque d'inondation avec la montée du niveau des mers. Et puis les villes qui sont situées le long des fleuves aussi, et ce risque va augmenter avec l'ampleur du réchauffement planétaire. Et il y a des enjeux aussi pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, je vais revenir dessus, certaines activités touristiques, ce qui dépend de la neige en moyenne montagne, ce qui dépend des récifs de coraux. Et puis il y a des enjeux pour la santé, en particulier du fait de l'augmentation des vagues de chaleur. Dans certaines régions du monde, on atteint déjà des conditions très chaudes et très humides qui sont très négatives pour le travail physique en extérieur. C'est par exemple le cas dans certaines régions du Proche-Orient ou d'Asie du Sud-Est. Et puis donc, sur une large plage de réchauffement, là on regarde en fait sur toute une plage possible à horizon de la fin de ce siècle. Il y a des enjeux qui sont extrêmement importants en termes de sécurité en eau pour les régions arides, des enjeux de perte de végétation, des enjeux d'augmentation des surfaces touchées par les feux de forêt, des saisons concernées. On voit déjà ces changements en France. La région méditerranéenne, c'est là où entre maintenant 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, la surface concernée pourrait doubler. Donc ça demande d'anticiper pour pouvoir
limiter ce risque. Il y a des enjeux extrêmement importants pour les difficultés d'approvisionnement alimentaire, parce que, en fait, quand on a des situations très chaudes, certaines cultures atteignent un pic de rendement, puis ensuite ça diminue. Et c'est la même chose pour la productivité du bétail. La quantité en fait de lait, par exemple, produite va dépendre en fait de la température. Et donc, ce sont finalement des enjeux qui sont au cœur du développement humain, qui sont au cœur d'enjeux de sécurité, avec, comme je disais tout à l'heure, certaines régions beaucoup plus touchées que d'autres, aux avant-postes, en particulier dans les régions tropicales, pour les petits États qui sont des îles et qui sont en développement, pour la région arctique, pour les régions de montagne, comme dans les Alpes, le tour de la Méditerranée. Les régions du littoral sont vraiment particulièrement concernées par rapport aux conséquences directes d'un climat qui change. Et donc, finalement, la question fondamentale qui est posée, c'est comment on peut agir. Alors, j'ai parlé de l'adaptation. Ça veut dire identifier en quoi on est vulnérable, en quoi on est exposé, et réduire ça. Donc, ça, c'est un premier volet. Et puis, il y a le côté d'agir sur la source du problème. Et le premier facteur qui conduit au réchauffement, ce sont les rejets mondiaux de gaz à effet de serre, qui ont fortement augmenté au cours des dernières décennies. Et vous voyez qu'il y a une responsabilité historique de l'Union européenne, qui est aujourd'hui le 3e émetteur mondial. Il y a une responsabilité historique du côté, par exemple, de l'Amérique du Nord. Mais dans ces régions-là, le pic des émissions est atteint et elle diminue lentement. Et puis, il y a des pays émergents, comme la Chine ou l'Inde, dont les émissions ont fortement augmenté récemment. Et puis, avec des enjeux majeurs à ce que ce soit abordable dans ces pays en développement, dans ces pays émergents, de développer les solutions les plus modernes, les plus performantes, pour sortir du charbon et atteindre ce pic d'émissions et faire en sorte que ça diminue aussi et que ça diminue partout le plus vite possible. Vous voyez aussi que les émissions par grand bloc de pays ne sont pas du tout proportionnelles à la population de ces pays. Les émissions par habitant, elles sont particulièrement élevées aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans les pays du Golfe, et elles sont encore extrêmement faibles dans des pays comme l'Inde ou pour la plupart des pays d'Afrique. Alors, je termine en revenant sur la France. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est souvent on me dit mais à quoi ça sert que nous on fasse quelque chose parce qu'on représente un pouillème de la population mondiale, un pouillème des émissions mondiales. Mais en fait, la question, elle se pose partout, elle se pose de la même manière partout. Et peut-être la chose à retenir, c'est que chaque tonne de CO2 compte finalement. Alors, il y a des particularités dans chaque pays, dans chaque secteur d'activité, pour chaque entreprise et puis pour chaque ménage en fait. Alors, si on prend la France, nos émissions, elles n'ont pas la même structure que dans les autres pays. Parce que notre électricité, pour des raisons historiques, qui n'ont rien à voir avec le climat, elle est faite de sources bas carbone, nucléaire, hydroélectricité, et puis un peu plus de renouvelables récemment. Et donc, du coup, comme l'électricité, elle est plutôt décarbonée, chez nous, ce qui pèse le plus, c'est le transport, et en particulier la voiture, transport individuel, puis le transport par camion de marchandises. C'est les bâtiments, et en particulier le chauffage au fioul et au gaz. C'est les activités agricoles, l'utilisation d'engrais, l'élevage de ruminants, ça pèse en fait sur d'autres gaz à effet de serre, l'activité industrielle, avec en fait beaucoup de délocalisations qui ont conduit à une baisse des émissions, en particulier de l'industrie lourde, qui a été mise dans des pays qui ont en fait une électricité beaucoup plus carbonée. Et puis il y a d'autres secteurs qui pèsent beaucoup moins en fait sur les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième particularité, c'est comme on a énormément délocalisé d'industrie en France, la plupart des biens de consommation courante, d'électroménager, etc., qu'on consomme en France, sont importés. Et de ce fait, et c'est vraiment une particularité pour nous, la moitié de ce qui correspond à notre consommation individuelle, on appelle ça l'empreinte carbone, vient en fait du bilan importation-exportation qui est disproportionné vers ce qu'on importe d'autres pays. Et donc pour nous, les leviers d'action, c'est agir sur le territoire national en sortant encore plus vite des énergies fossiles, et en particulier donc, le pétrole, le fioul, le gaz. Il reste quelques centrales à charbon à fermer. Et puis du côté de nos importations, c'est tout un travail à faire sur les filières d'approvisionnement, mais aussi sur la traçabilité vis-à-vis du commerce mondial, pour contribuer à faire diminuer la part importée de nos émissions, sur aussi un travail avec les différents fournisseurs. Et donc, pour terminer sur ce volet, vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que, je reprends le code-barre du réchauffement, c'est le réchauffement qui a déjà eu lieu. Et vous voyez qu'en fait, il y a plein d'évolutions futures possibles au niveau mondial. Ça va dépendre de ce que chacun d'entre nous va faire partout dans le monde.
Et il y a une inertie. Je vais essayer de donner une analogie. Quand vous voyez en fait sur la pandémie actuelle que les indicateurs montent, on attend un peu, ça monte, ça devient plus compliqué à maîtriser. Et puis si on prend des mesures brutales en fait, qui nous privent de nos libertés individuelles, et si on limite les contacts entre les gens, ben, en fait en quelques semaines, on peut vraiment réussir à agir sur la cause de la propagation du virus et puis retourner dans la zone de confort. Sur le climat, l'inertie, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 30 ans. C'est ça la grosse différence. Et donc, si on veut arriver à stabiliser le réchauffement dans quelques décennies, ben en fait, c'est maintenant qu'il faut engager la baisse des émissions de gaz à effet de serre partout. Et si on tarde à le faire, ben on aura un réchauffement plus important. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est si on veut que le climat se stabilise, il faut arriver le plus vite possible à net zéro émissions de CO2 dans le monde, c'est-à-dire pas plus que ce qu'on est capable d'enlever et de stocker. C'est ça cette notion de net zéro. Si on y arrive, mettons à horizon 2050, on peut limiter le réchauffement autour d'1,5 degré et puis même avoir une légère diminution en fin de siècle. C'est-à-dire quand un enfant né aujourd'hui aura 80 ans. Si on tarde à agir, que l'on le fait plus lentement et qu'on atteint cette neutralité autour de 2070, on sera plutôt autour de 2 degrés de réchauffement, avec une stabilisation en fin de siècle. Et puis, si les émissions continuent à être positives jusqu'à la fin du siècle, on aura un réchauffement qui va s'accentuer et qui peut, on ne peut pas l'exclure aujourd'hui, être de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle, c'est à peu près la trajectoire où on est maintenant, ou même davantage si on n'a pas de chance, c'est-à-dire si le climat réagit plus vite que ce qu'on estime aujourd'hui, ou bien si les sols gelés de l'Arctique sortent plus de gaz à effet de serre que ce qu'on est capable d'estimer aujourd'hui. Ça fait partie, bien sûr, des incertitudes. Et plus on reste proche du climat actuel, plus ces facteurs incertains vont être limités. Alors, je veux juste terminer sur l'importance des choix, en fait. Il n'y a pas que la question du climat, il y a plein d'autres aspects de soutenabilité. Le fait de permettre à chacun de vivre dignement, en prenant en compte la pauvreté, la sécurité alimentaire, la préservation du vivant, donc de la biodiversité des écosystèmes. Et donc, sous l'angle climat, mais en prenant en compte ces autres dimensions, il faut bien voir que chaque année compte, c'est-à-dire plus on tarde à agir, plus on va avoir un réchauffement qui peut être un multiplicateur de menaces pour les plus pauvres et pour les écosystèmes. Et puis la façon d'agir pour le climat compte. Et on peut agir pour le climat au bénéfice du développement humain et au bénéfice de la biodiversité. Donc les deux dimensions souvent qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'idée de dire on va devoir renforcer notre résilience, faire en sorte que ce qu'on met en place, ça fonctionne dans un climat qui change, et puis aller le plus vite possible vers ce qui est bas carbone, c'est-à-dire baisser fort les émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a des choses qui touchent au système de production, donc l'énergie, décarboner l'électricité, électrifier les transports, électrifier les usages de l'énergie, renforcer l'efficacité énergétique. Il y a tout un volet d'action qui porte sur l'utilisation des terres, préserver tous les milieux naturels qui stockent du carbone, favoriser les pratiques agricoles qui stockent du carbone plutôt que d'en rejeter. Et puis l'évolution en fait des choix alimentaires va avec ça. Il y a tout ce qui touche à l'industrie, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, vous le connaissez certainement mieux que moi. Il y a beaucoup de solutions qui sont à l'échelle des villes sur justement cette circularité, l'efficacité énergétique, les transports en commun, les infrastructures pour, par exemple, les mobilités actives. Tout cela relève plutôt de l'échelle des villes. Et puis, à côté des systèmes de production donc, qui s'adaptent à un climat qui change et qui vont vers la neutralité carbone, très profondément, il y a la question des transformations de nos sociétés qui touchent à d'autres dimensions. Parce que si en fait la demande en énergie, ou la demande en matériaux, ou la demande en produits animaux pour l'alimentation ne fait qu'augmenter partout dans le monde, en fait on n'arrivera pas à transformer les systèmes de production assez vite. Ils seront toujours plus gros, et du coup on arrivera à les transformer, mais trop lentement pour arriver à stabiliser le réchauffement à un niveau bas. Donc le deuxième volet, il est compliqué, parce qu'il touche en fait à la maîtrise aussi de la consommation, de la demande, donc en énergie, en matériaux non renouvelables, les choix en termes d'alimentation, donc favoriser une alimentation qui soit saine et respectueuse de l'environnement, donc climat et biodiversité. Et ça demande en fait à toucher à des choses très profondes dans finalement la manière dont nos sociétés se construisent par rapport à la consommation et par rapport à une forme de sobriété. Et ça touche aussi à des questions qui sont essentielles et qui sont le fait de pouvoir entraîner tout le monde dans cette transformation. Alors, pour pouvoir entraîner tout le monde, il faut que ce soit éthique
que ça ne nous emmène pas dans un mur, que ce soit équitable au sens du juste partage de l'effort, et donc que ce soit juste et perçu comme juste par chacun. C'est très difficile à réaliser et ça demande d'avoir des espaces de délibération, de participation, d'échange de points de vue, de se mettre à la place des uns et des autres pour faire en sorte que les options d'action qui soient mises en place, elles offrent aussi des compensations à ceux qui vont perdre par rapport aux transformations à faire. Et puis pour terminer, tout ça en fait demande de faire autrement. On ne peut pas utiliser les recettes du XXe siècle pour cette situation qui est vraiment inédite. Donc ça demande en fait de l'innovation technologique. Il y a plein de bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Il y a des choses qui sont formidables, qui ont émergé depuis 20 ans, qui sont mûres, qu'on peut développer, déployer et qui sont rentables. Je veux juste parler par exemple de la baisse du coût des énergies renouvelables ou bien de la capacité à stocker l'électricité avec des batteries et tout ce que ça offre comme possibilité. Ce sont 2 exemples parmi beaucoup d'autres. Il y a aussi besoin d'innover d'un point de vue de l'organisation de la société. Et puis, il y a besoin de faire une forme d'innovation où les possibilités d'action, elles seront abordables pour tout le monde, même quand on a des revenus très contraints. Donc, c'est pour ça que je parle d'innovation frugale, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse trouver des solutions qu'il puisse déployer. Alors, il y a des conditions clés. Sortir les investissements qui contribuent au problème, en particulier dans le secteur des énergies fossiles, et puis les réorienter vers l'ensemble des solutions. Mobiliser l'intelligence collective, en fait, moi, c'est la seule chose qui me rend optimiste. C'est quand je vois tout ce que les gens sont capables d'imaginer, de mettre en œuvre collectivement. C'est vraiment formidable. On voit partout dans le monde vraiment une émulation, une ébullition, avec la recherche d'autres manières de faire. Et puis des choses qui étaient impossibles il y a un an sont devenues la norme. On est aujourd'hui sur cette réunion Zoom. On ne l'aurait peut-être pas fait de cette manière-là il y a un an. Et on voit qu'en fait, c'est une manière efficace de collaborer à distance et qui réduit en fait la charge de déplacement, qui rend les choses plus parfois faciles entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et je pense que malgré le fait que ça a été imposé par la pandémie, beaucoup de travail à distance va continuer en fait à remplacer des déplacements dans les années à venir. Ça demande aussi de coopérer autrement, en fait. Par exemple, souvent, les personnes à des situations de prise de décision sont un peu plus âgées, n'ont pas forcément tous les éléments de clés pour comprendre cette situation, ne l'ont pas eu dans leur formation initiale. Vont plutôt chercher des solutions du passé pour des problèmes nouveaux. Et donc, ça demande aussi de créer les conditions, y compris dans les entreprises, pour que les plus jeunes, bien formés sur ces questions-là, qui ont à la fois les clés pour comprendre et puis les outils pour agir, puissent être amenés à être entendus et que leurs compétences soient utilisées plus rapidement dans la prise de décision. Et je termine sur le volet de compétences. En fait, il est essentiel. Il est essentiel parce que beaucoup de gens n'ont toujours pas en fait une formation sur les enjeux de base en fait pour comprendre ce qu'est le changement climatique et ses implications, avec ce côté en fait d'urgence par rapport aux conséquences à long terme. Il y a besoin d'outils pour mesurer. En fait, il ne suffit pas d'un grand récit de transformation. Il faut aussi avoir des indicateurs précis, voir ce qui fonctionne, très rapidement détecter ce qui ne fonctionne pas ou des tendances inattendues qui ne vont pas dans le bon sens. Et puis, c'est aussi en fait construire, comme je pense vous voulez le faire par votre initiative, des leviers individuels et collectifs qui permettent d'agir très concrètement. Et quand je parlais de coopération, je veux terminer sur ce point-là. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place partout. Dans mon métier de la recherche scientifique, je me pose les mêmes questions que vous, dans vos pratiques, dans vos métiers. Et ce qui a émergé chez nous, c'est un collectif de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs, qui s'appelle Labo 1.5 et qui a mis en place en fait des outils très faciles pour faire le bilan carbone d'un laboratoire de recherche, et puis qui explore en fait sur comment on met en place des délibérations dans nos labos pour décider ensemble finalement quelle stratégie on veut avoir, sur quel poste on veut jouer, aussi bien sur la consommation des laboratoires que sur les déplacements, tous les différents postes, et qui crée en fait une dynamique collective qui est assez formidable. En ce moment, il y a plus de 7000 personnes qui sont engagées dans cette démarche. Et donc, je vois très bien, en fait, quand on lance, en fait, quand on a ce déclenchement dont vous parlez, à quel point ça peut être quelque chose qui change d'échelle et qui peut justement donner lieu à des transformations dont on est fier, parce que je crois que c'est peut-être le point le plus important. C'est aussi la fierté d'agir collectivement et de donner du sens à son cadre professionnel.
Super, merci beaucoup Valérie pour cette intervention hyper inspirante, hyper intéressante. Vraiment un grand merci. Quelques mots-clés que je retiens derrière les enjeux environnementaux, il y a aussi les enjeux solidaires qui sont totalement liés, la dynamique de groupe, l'innovation, la notion de compétence, la notion d'intelligence collective, la notion de fierté également que tu as mis en avant, qui sont autant de notions hyper importantes pour agir et pour anticiper les choses. Donc, merci beaucoup par rapport à ça. Ce que je vous propose maintenant, parce que vous pouvez imaginer, Valérie, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. On va se prendre une minute. Je vous propose de retourner sur le klaxon, de cliquer sur le nombre d'idées là pour voir toutes les questions qui ont été posées et non pas de rajouter des questions parce qu'il y en a déjà beaucoup et d'excellentes questions. Merci beaucoup par rapport à ça, mais plutôt de voter. Elles sont toutes excellentes, hein, mais il y en a des très excellentes, et de voter pour celles qui vous semblent les plus, que vous auriez envie que je pose à Valérie dans quelques instants. Donc, je vous laisse allez, 30 secondes, une minute pour affiner un petit peu le vote de vos questions que je vous révélerai dans quelques instants sous vos yeux ébahis et à partir duquel je m'appuierai pour poser les questions à Valérie. Une petite minute. Et s'il y a le moindre souci, encore une fois, sur Klaxoon, vous posez la question dans le chat et on vous répond pour vous guider. Et je vois qu'effectivement, ça vote bien. C'est cool. Et le classement bouge, je peux vous le dire officiellement. Donc, exprimez-vous. Super, merci beaucoup. Je vais partager l'écran qui va permettre de découvrir les questions les plus posées. Non, ce n'est pas cet écran-là, c'est un autre écran. Ça, c'était l'écran participant que je viens de vous présenter. C'est l'écran avec les votes que je vous propose de regarder. Je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Hop, partage écran. C'est bon, il est ici. Voilà, je vous avais promis, j'y arriverai. J'y suis arrivé. Donc voilà un petit peu les questions. Alors, il y a visiblement deux questions qui arrivent vraiment en tête de vos suffrages. Et la première donc, que je vais poser à Valérie sur comment réussir à concilier les enjeux économiques et environnementaux dans nos entreprises. Donc, question un peu vaste, mais je te laisse débuter sur celle-ci, puis après, je poserai au fur et à mesure les autres questions. Bon, alors, vous avez bien conscience que vous m'emmenez en dehors de mon domaine de compétences. Moi, je vais donner quelques exemples. Ce qui a été frappant, c'est l'année dernière, dans le contexte de la pandémie, c'est de voir que les entreprises qui avaient fait de la transition écologique leur fer de lance, finalement, leur marqueur, leur déterminant, ça fait partie de celles qui s'en sont le mieux sorties sur leur cotation boursière, sur leurs résultats. C'est celles qui ont été les plus résilientes. Le deuxième volet, c'est que certaines entreprises qui ont aussi mis très fortement le curseur sur la soutenabilité au sens large, c'est aussi celles qui sont les plus attractives pour les jeunes diplômés qui cherchent à donner un sens à leur action. Et le fait d'attirer des talents, c'est quelque chose qui est, à mon sens, essentiel pour finalement le modèle des entreprises. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc, je pense que ces dimensions-là, elles sont importantes à prendre en compte. Après, donc, pour concilier les aspects économiques et environnement, je pense que ce qui est peut-être le plus important, c'est de changer d'une vision des choses en rentabilité à très court terme, en vision des choses qui soit sous l'angle de la résilience et comment dire, minimiser les risques devant un monde qui va être très incertain. Je défie quiconque de savoir ce qui va se produire dans les années à venir. Et donc de changer finalement le curseur sur les indicateurs clés qui sont utilisés pour la prise de décision. Et qu'est-ce que ça veut dire résilience? Ça veut dire être résilient sur les filières d'approvisionnement, par exemple. Ça veut dire être résilient par rapport aux fluctuations des marchés boursiers. Ça veut dire être résilient par rapport à l'évolution aussi de l'attente des consommateurs. Donc ça veut dire être capable de faire une veille sur plein et puis le choix des salariés aussi. Et ça demande d'être capable de faire une veille dans de très nombreuses dimensions et qui me semble importante de prendre en compte.
Alors, c'est plus frappant pour des secteurs d'activité, je dirais, qui sont associés à des infrastructures importantes, où cette approche, en fait, de prise de décision devant l'incertitude, elle est structurante. C'est le cas, par exemple, du secteur de l'eau, du secteur de l'énergie. C'est le cas, de ceux qui ont des infrastructures assez lourdes. Mais je sais que dans le secteur de la grande distribution, cela peut se mettre en place. Ça avait été très frappant, par exemple, après des inondations qui avaient touché les usines de production de disques durs en Thaïlande, de voir comment certains acteurs de la grande distribution ont été capables de faire des stress tests climat sur leur filière d'approvisionnement, pour justement ne plus être piégés, sur, une rupture d'approvisionnement qui était, tragique sur, de très grands secteurs. Donc ce sont les points que j'aimerais bien partager, mais je voudrais aussi avoir vos retours pour, peut-être identifier plus clairement quels peuvent être les points de blocage les plus majeurs qu'il sera nécessaire de surmonter pour faire en sorte que ce soit pris au sérieux, vraiment fondamentalement dans la manière de prendre les décisions. Super, merci beaucoup Valérie pour la réponse à cette première question. Sur l'aspect retour, alors on ne va pas pouvoir malheureusement là entamer un dialogue, mais évidemment qu'on pourra te nourrir, t'alimenter suite à ce webinaire. Dans la suite de cette question, il y a aussi là aussi beaucoup de questions, hein, je les cite parce qu'elles reviennent vraiment en tête sur est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures brutales au niveau des entreprises de l'AFM? C'est quoi les leviers d'action sur lesquels nos enseignes devraient mettre un maximum d'investissement? Est-ce que c'est sur la logistique, le produit ou ailleurs? C'est quoi les modifications qu'on pourrait attendre dans les métiers de la distribution? Est-ce que tous les métiers sont concernés par rapport à cette transformation? Donc voilà quelques questions aussi qui remontent très fortement, Valérie. Alors, sur le côté mesure brutale, je ne suis pas forcément à même, d'avoir des choses très concrètes, mais il y a une chose qui est évidente, il ne faut pas se satisfaire de se dire: «On va baisser un tout petit peu chaque année, année après année, les émissions de gaz à effet de serre». Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire: «Voilà, nous, on veut aussi aller vers, le net zéro émission» et pas avec de la compensation et des trucs un peu bidons. Vraiment sur les filières de production, sur le transport, sur le fonctionnement de vos magasins à tous les niveaux. Et donc, changer l'angle. Ne pas se dire à partir d'aujourd'hui, je change un petit peu le moins possible en fonction de la réglementation, mais se dire voilà où je veux être en 2050, en 2040, en 2030, et voilà les conditions pour y être. Et ça veut dire que certaines choses qu'on laissait glisser, qu'on laissait faire, il faut arrêter. Euh, donc, c'est par exemple peut-être passer d'un chauffage au gaz et dire voilà, je ne le fais plus. Je vais passer sur des sources de chauffage zéro carbone rapidement. C'est un exemple parmi d'autres. Une autre mesure brutale, peut-être, qui me semble importante, c'est de donner une information la plus sincère possible au consommateur sur chacun des produits. C'est très dur parce qu'en fait, le diagnostic initial, il est parfois affligeant. Je pense que vous le savez. Si vous cherchez à faire l'empreinte carbone de biens de consommation courante, c'est parfois assez affligeant. Mais vraiment réfléchir à donner une information sincère, la plus transparente possible au consommateur, ça peut sembler brutal, mais ça sera aussi peut-être un indicateur clé pour faire évoluer l'ensemble des décisions. Super, Ah, dernière merci. chose, mesure brutale, rémunérer les décideurs en fonction de leur performance environnementale et augmenter la part de cette rémunération. Alors, les décideurs et les collaborateurs. Je pense que ça peut être quelque chose qui change la manière euh, euh, de voir ce que c'est la réussite professionnelle aussi. Si je peux merci Valérie, et si je peux me permettre, quand on a échangé également ensemble pour préparer ce webinaire, tu nous disais que chaque métier dans l'entreprise, du directeur de magasin, l'hôtesse, le manager, le collaborateur, dans la compta, etc., chacun avait sa part à jouer par rapport à ces enjeux sociaux et environnementaux. Oui, et donc ça veut dire aussi être ouvert à la critique interne, hem, avoir des mécanismes pour que les bonnes idées remontent et puis qu'elles soient mises en place. Ça veut dire être capable, effectivement d'avoir, de créer cette confiance interne, pour, avoir des choses, efficaces et rigoureuses qui soient mises en place. Et je veux juste dire une chose, hein, ça a un côté très donneur de leçons ce que je vous dis. Mais je pense qu'il y a un potentiel d'être beaucoup plus efficace dans le monde des entreprises que dans le monde des administrations publiques sur ces aspects-là. D'accord, merci beaucoup Valérie. On a également sur l'aspect économique une question pour la décroissance que je vais retrouver. Oui, c'est ça. Quel est votre point de vue sur le sujet de la décroissance
Doit-on se préparer à ralentir nos activités, limiter notre chiffre d'affaires pour préserver le climat, qui est forcément une question que chacun sur ce webinaire se pose. Oui, moi, je ne suis pas très à même pour nourrir une discussion sur ce point. Je trouve que souvent, il y a des discours qui sont un peu idéologiques, où d'un côté, on parle de croissance verte, de l'autre, on parle de décroissance, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Factuellement, moi, j'ai l'impression qu'on est sur une croissance très limitée, en fait, en ce moment, hein, en France, en Europe. Elle est faible depuis longtemps. Euh, Par contre, ce qui me semble important, c'est plutôt de réfléchir à ce qu'on veut améliorer, sans forcément avoir uniquement la mesure du PIB comme indicateur. Donc, utiliser les autres indicateurs du développement. Et de ce point de vue-là, le programme des Nations Unies pour le développement, qui s'appelle UNDP en anglais, a sorti un rapport qui est formidable le mois dernier sur comment on peut mettre en avant d'autres indicateurs que la seule croissance pour réfléchir au progrès humain, au développement humain. Et dernière chose, c'est très centré sur la France, ce que je viens de dire. Mais si on regarde au niveau mondial, il y a un besoin, bien sûr, de croissance économique dans les pays les plus pauvres pour permettre aux gens de vivre dignement, d'avoir un minimum d'accès à l'énergie, d'avoir accès à la sécurité alimentaire. Et donc, moi, j'ai parfois du mal avec un débat qui est un peu trop centré sur certaines régions du monde par rapport à d'autres. Et D'accord. la question justement de fond, c'est comment faire en sorte de pouvoir emmener tout le monde, de construire un développement qui ne soit pas exclusif, qui n'augmente pas les inégalités, mais qui amène chacun à pouvoir vivre mieux, vivre bien, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre, tout en préservant la biodiversité. Et donc c'est pour ça que moi, dans mon expression, vous l'avez peut-être vu, je parle de développement, mais je ne parle pas de croissance. D'accord, merci beaucoup Valérie. Alors sans parler de croissance, il y a une question que j'ai récupérée sur le chat Klaxoon qui pose la question des produits, des services que tu ne retrouves pas dans nos enseignes. Tu en parlais aussi un petit peu pendant ton intervention. Ah, mais en fait, on peut parler des vêtements. Les vêtements, c'est des choses dont on a tous besoin régulièrement. Et avoir en fait des vêtements pour lesquels j'ai une information sincère sur l'empreinte environnementale, sur les conditions de travail là où ils sont produits, je ne le retrouve pas. Je le trouve sur des sites de vente en ligne un peu éthiques, etc. Il y a les choix de seconde main. Ça commence à arriver dans certains magasins, mais pour l'instant, c'est réservé à d'autres filières d'approvisionnement. Voilà, donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je peux Super. aussi parler des fournitures pour les travaux dans une maison. Il y a eu en fait, je sais qu'une de vos enseignes dans ce secteur-là a fait un effort d'affichage qui est pas, qui touche pas encore tous les produits et qui est encore très difficile à utiliser dans la vie quotidienne. C'est quelque chose dont je parle régulièrement avec mes voisins. En fait, on a un groupe WhatsApp de voisins dans le village de banlieue parisienne où j'habite. Et les gens se posent énormément de questions sur comment je fais des travaux chez moi, avec quels matériaux et quelle information je peux avoir pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Super, merci beaucoup Valérie pour ces exemples. Alors on a une question un peu de pédagogie également qui est dans le haut du panier. Vous parlez de 2050, mais on nous dit souvent qu'on n'a que 8 ans pour agir. Pourquoi cette différence entre 8 ans pour agir et 2050? Oui, alors le coût des années pour agir, c'est un peu un argument de communication. Je pense que c'est quelque chose qui est utilisé pour donner le sentiment d'urgence. Vous savez, vous avez le chronomètre qui tourne et puis il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. La réalité, elle est plus compliquée que ça. C'est pas une année, tout va bien, puis l'année d'après, la catastrophe, en fait. Donc, cette idée-là, elle vient une des analyses suivantes. Si on voulait contenir le réchauffement à un niveau vraiment très bas, alors, par exemple, 1,5 degré, ça voudrait dire qu'il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone, elles soient divisées quasiment par deux entre 2010 et 2030. D'accord? Et à côté de ça, on peut le traduire en marge de manœuvre qui reste. Donc, on a déjà émis du CO2 dans l'atmosphère, c'est un budget carbone qu'on a déjà utilisé. Et puis, il y a la petite marge de manœuvre qui nous reste. Et donc, certains regardent la marge de manœuvre qui reste, regardent combien on met chaque année, divisent les deux et obtiennent un nombre d'années. Mais si on agit, si on baisse les rejets de gaz à effet de serre, alors en fait le calcul n'est pas correct. On aura plus d'années parce que chaque année on aura émis moins. Voilà. Donc c'est juste pour souligner que c'est parfois une approche qui est un peu, je dirais, alarmiste ou anxiogène. Elle est construite pour ça. Vous avez remarqué que moi je le dis autrement. Je dis en fait que chaque tonne de CO2 qu'on évite, c'est quelque chose qu'on a gagné. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire qu'on évite, c'est quelque chose qu'on a gagné. Et chaque année où on agit,
bah, on a gagné par rapport à une année où on ne fait rien. Voilà. Alors ça peut sembler peut-être peu ambitieux, mais je pense que c'est, plus juste par rapport à l'idée que, à un certain moment, on a un seuil, puis après, les choses s'emballent. C'est pas comme ça, en fait. C'est plus insidieux, le changement climatique. C'est, chaque fraction de réchauffement supplémentaire, ben, c'est en fait des extrêmes qui vont être plus intenses, plus fréquents, des conséquences pour les écosystèmes qui peuvent avoir des effets à long terme. Voilà, il n'y a pas un niveau qui protège tout le monde ou qui met tout le monde en danger. C'est plus subtil, je dirais. Merci beaucoup Et on est Valérie. déjà dans le rouge. Merci Valérie. Ouais, ouais, c'est ce qu'on comprend effectivement. Alors justement, sur le changement climatique, une autre question populaire dans le chat Klaxoon, c'est une fois le réchauffement climatique stabilisé, pourra-t-on assister à un refroidissement climatique? Alors, il faut voir en fait que donc pour arriver à un réchauffement à la surface de la Terre qui se stabilise, il faut avoir fait deux choses. Il faut avoir atteint le net zéro CO2, c'est-à-dire on ne rejette pas plus de CO2 dans l'atmosphère que nous, on soit capable d'enlever et de stocker, pas les écosystèmes tout seuls, hein, par nos activités. Et puis, il faut avoir réussi à limiter l'effet sur le climat d'autres facteurs, le méthane, les particules de pollution et tout le reste. Voilà, c'est les deux conditions. Euh, donc effectivement, si on arrive à ce net zéro CO2 et même après, qu'on soit un peu capable de faire le ménage, c'est-à-dire, d'enlever même du CO2 de l'atmosphère, alors on pourrait effectivement avoir, une légère, diminution, du niveau de température. Ça reste encore un peu incertain. Alors pourquoi est-ce que c'est incertain? C'est parce que, par exemple, dans un climat qui se réchauffe, quelle sera la capacité de la végétation et des sols à stocker du carbone? Aujourd'hui, ils nous aident. Ils en récupèrent un tiers de ce qu'on met. Dans un climat plus chaud, c'est pas forcément évident que ce soit autant le cas et donc c'est pas évident qu'on soit vraiment capable de complètement, arriver à stabiliser. On essaie de travailler sur cette question-là, mais c'est pas si simple. Et puis la dernière chose que j'ai pas dite, c'est que même si on arrive à stabiliser le réchauffement, certains facteurs vont continuer à changer. Par exemple, les glaciers aujourd'hui ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui. Ils sont en train de s'ajuster et de se rétrécir. Et puis, l'océan, en fait, la chaleur, elle rentre en surface, puis après, elle va se mélanger en profondeur. Et ça met très longtemps à se mélanger. Et donc, par l'inertie des glaciers, des calottes de glace et de l'océan, le niveau des mers, lui, va continuer à monter dans tous les cas longtemps. Mais si on arrive à stabiliser le réchauffement, le niveau des mers montera plus lentement. Si on n'arrive pas à stabiliser le réchauffement, le niveau des mers dérivera beaucoup plus vite et encore plus longtemps. Et donc, c'est aussi, en fait, arriver à stabiliser le réchauffement, c'est important pour se donner plus de marge de manœuvre pour le milliard de personnes qui vont vivre sur le littoral et qui seront aux premières loges. Plus de marge de manœuvre pour s'adapter graduellement. Ok, super. Merci beaucoup, Valérie. C'est très, très clair. Je te propose qu'on conclue cette séance de questions-réponses avec une dernière question. Alors, un panaché de questions où il y en a beaucoup qui reviennent sur la notion de convaincre. Les participants d'aujourd'hui sont sans doute tous convaincus, mais quelle histoire alternative raconter à quelqu'un qui n'est pas convaincu? Comment convaincre politiques et dirigeants d'entreprises de prendre des décisions qui peuvent coûter sur le court terme pour sauver le moyen terme? Comment faire prendre conscience à nos dirigeants politiques et d'entreprises qu'ils ont une responsabilité et que le business as usual n'est pas une option. Donc voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager en conclusion sur cette séquence, Valérie? En fait, c'est une question qui revient tout le temps et quand j'interviens parfois devant des lycéens, ça m'arrive de temps en temps, je suis invitée par des enseignants en fait. Moi j'ai souvenir d'avoir plusieurs enfants enfin j'appelle ça des enfants, ils seraient très vexés, d'adolescents qui me disaient je suis très triste parce que j'arrive pas à parler de ce sujet-là avec mon grand-père par exemple. Ça revient très souvent. Donc il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre. Il y a des gens qui se sont construits une carapace, une vision idéologique des choses. C'est même pas la peine d'essayer parce qu'en fait, c'est pas rationnel, ça marchera pas. Euh, je pense que partager les éléments de connaissance, montrer que des choses auxquelles on tienne sont concernées, c'est important. On a parfois un attachement à un lieu, on a parfois un attachement à une culture, à un héritage. Ces aspects-là, ça peut être des moyens d'entrée. Euh, Après, sur l'action ambitieuse à court terme, je pense que si on arrive à concilier action pour l'environnement et emploi, c'est fondamental. Donc, montrer le fait que c'est quelque chose qui est positif par rapport aux politiques d'emploi. Montrer en fait tous les bénéfices annexes, c'est pas simplement agir pour le climat, il faut pas le voir comme ça. C'est agir pour avoir une alimentation saine et vivre longtemps et en bonne santé. Agir pour améliorer la qualité de l'air, améliorer la santé publique et les dépenses associées. Avoir des emplois qui ont un sens et donc améliorer la santé mentale de tout le monde parce qu'on sait très bien qu'on a des emplois où on ne trouve pas un sens,
on est mal en fait dans sa vie. Voilà, donc c'est plutôt sur ces aspects-là, je pense que c'est aussi important de montrer les bénéfices à agir dans beaucoup de dimensions, pas simplement sous l'angle climat. Il ne faut pas se cacher les choses. Regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc il y a eu un changement majeur avec l'élection américaine. Ça bouge de tous les côtés. Moi, je suis submergée, d'informations qui arrivent de mes collègues américains et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait des tas d'entreprises américaines qui étaient déjà engagées, qui faisaient un peu le dos rond pendant l'administration précédente, qui voient en fait des, enjeux majeurs de compétitivité pour elles. Donc il y a aussi en fait ce côté de compétitivité, qui est très important. C'est-à-dire, des entreprises qui font un travail sérieux un peu en amont, elles seront en position de force quand ça va se généraliser parce qu'elles auront été, pionnières et pas les dernières à agir. Voilà. Donc je pense que ces aspects-là, ils sont également importants, sur, la compétitivité dans un contexte où les choses peuvent bouger très vite, hein, et je pense que ça va être le cas dans les années à venir.